Ce que vous allez écouter fait partie d'une série de 3 histoires. Ce sont des fictions. Toute ressemblance avec des personnes ou des événements réels serait une coïncidence. Mais l'atmosphère, les détails et la façon dont tout bascule ont été pensés pour rester proches de ce qui pourrait arriver. Parce que parfois, ce qui fait peur, ce n'est pas le monstre, c'est le plausible. Marie et Théo ont 20 ans. Ils vivent encore chez leurs parents. Alors ils se donnent rendez-vous là où personne ne pose de questions. Un parking souterrain, sous un immeuble en travaux, un endroit humide, sombre, avec des néons qui bourdonnent, et des recoins où la lumière n'éclairva pas. Garés au niveau -2. Ils se retrouvent dans la voiture. Ils parlent bas. Ils rient. Ils se rapprochent. Théo est tendre, puis rapidement plus pressé, trop heureux d'être enfin seul. Marie essaie de rester dans le moment, mais son regard glisse vers le pare-brise. Elle voit une ombre, une forme. Pas un visage, une masse un peu plus noire, entre 2 piliers, là où rien ne devrait bouger. Marie stoppe tout. Elle dit qu'elle a vu quelqu'un. Théo sourit. Il dit que c'est l'écho du parking. C'est normal d'avoir peur dans un endroit comme ça. Il l'embrasse encore. Il recommence. Il est trop excité pour entendre ce que Marie essaie de lui dire. Marie se raidit. Elle a revu la forme. Et au même instant, quelque chose frappe le pare-brise. Un choc sec, brutal, comme une pierre, mais vivant. La voiture vibre. Marie crie. Théo sursaute. Pendant une seconde, ils ne comprennent pas. Puis ils voient la silhouette collée au verre, une chouette, ou plutôt une masse de plumes et d'ombre plaquée sur le pare-brise. Le silence revient d'un coup, juste le bourdonnement des néons. Théo sort de la voiture. Marie le retient. Elle lui dit de rester. Théo insiste. Il veut comprendre. Il veut voir d'où ça vient. Il veut savoir si quelqu'un s'amuse. Il suit du regard l'endroit que Marie a montré. Marie reste près de la voiture. Elle garde la portière entr'ouverte. Elle regarde la chouette. Elle s'approche. L'odeur la prend à la gorge. Elle tente de décoller ce qui reste avec un prospectus cartonné qui traînait dans la voiture, puis avec sa manche. Elle se sent mal. Elle manque de vomir. Elle recule, les mains tremblantes. Elle appelle Théo. Il répond au loin, mais sa voix est déformée par l'écho. Marie n'aime pas ça. Elle n'aime pas du tout. Puis elle entend un bruit qui n'a rien à voir avec l'immeuble. Un moteur. Pas le leur. Un moteur qui tourne doucement, puis qui s'arrête, puis qui repart plus loin, comme si quelqu'un testait le véhicule. Marie crie le prénom de Théo plus fort. Elle n'entend pas sa réponse clairement. Et d'un coup, tout se met à aller très vite. Elle entend des pas de course, des pas qui reviennent, des pas lourds, pressés, irréguliers, comme si quelqu'un glissait. Théo surgit enfin dans le faisceau des phares. Il n'est plus le même. Il a le souffle cassé. Il ne s'arrête même pas. Il crie au loin une seule phrase. « Démarre, Marie! Démarre, je t'en prie !» Marie se jette au volant. Elle tourne la clé. Le moteur prend. Elle allume les phares. Le faisceau balaie les piliers. Et dans ce balayage, elle voit une voiture au loin, pas garée comme une voiture normale. Une voiture placée de travers, prête à bouger. Comme si elle attendait. Théo monte d'un bond et claque la portière. Il tremble encore. Entre 2 respirations, il lâche que quelqu'un l'a suivi entre les piliers, qu'il a senti la présence derrière lui, puis la main, puis la lutte. Il n'a pas vu de visage, seulement une silhouette trop proche, une odeur âcre, une rage froide. Sa voix déraille, ses mains bougent dans le vide comme s'il essayait encore de repousser quelque chose. Il n'a pas l'air blessé, mais il a le regard de quelqu'un qui vient de comprendre qu'il n'était pas seul. Marie démarre. Il fonce vers la rampe de sortie. Et là, nouveau problème. Aucun réseau. Aucun signal. Le téléphone affiche urgence, puis plus rien. Ils sont seuls dans ce trou de béton. Marie serre le volant.
Les néons clignotent. Le pare-brise est abîmé. Il y a une trace, une fissure, une zone opaque. Avec les phares et les reflets, la vision de Marie est mauvaise. Derrière eux, le bruit d'un moteur répond. D'abord lointain, puis de plus en plus proche, qui accélère au même rythme qu'eux. C'est sûr maintenant, ils sont suivis. Théo se retourne, il voit les phares derrière. Il dit à Marie de ne pas freiner, de continuer, qu'il y a un homme chelou dans cette voiture. Marie accélère. La rampe est étroite. Elle tourne. La visibilité est très mauvaise à cause du pare-brise abîmé. Les reflets des néons se multiplient. Marie voit mal le virage. Elle corrige, mais trop tard. La voiture dérape légèrement. Un choc contre la barrière de chantier. Un assez gros choc pour les bloquer quelques secondes. Assez pour que leur panique remonte encore plus. Assez pour que leurs cris résonnent dans tout le bâtiment. Et derrière, les phares se rapprochent encore. Marie essaye de repartir. Les roues patinent un instant sur le béton humide. Elle force. La voiture repart, mais devant, juste avant la sortie, il y a un obstacle. Un autre véhicule étrange, un utilitaire en travers, capot fumant. Une barrière métallique tombée. Comme si quelqu'un avait voulu bloquer la rampe, ce quelqu'un avait-il prévu qu'il passerait là? Marie freine trop fort. Elle voit mal, le pare-brise la trahit. Elle manque de percuter l'utilitaire et s'arrête net. Théo lui crie de reculer. Derrière, l'autre voiture arrive vite. Marie recule, elle tourne le volant, elle cherche un passage. Et Théo comprend. Ils ne sortiront pas en marche arrière. Alors il fait quelque chose de simple et désespéré. Il ouvre sa portière et sort. Marie hurle « Non !» Elle tente de le retenir, mais en vain, Théo se dégage. Il dit qu'il va dégager l'espace, il n'y a pas d'autre choix selon lui. Question de vie ou de mort. L'autre voiture freine brusquement derrière eux. Un homme en sort. Marie ne voit pas son visage, juste une silhouette, un mouvement rapide. Un objet qui brille une fraction de seconde sous la lumière des néons. Théo se jette sur lui pour l'empêcher d'approcher de la portière de Marie. Il se bouscule. Il trébuche contre un pylône. Marie n'entend pas clairement les mots. Elle n'entend que des souffles, des pas, du métal contre le sol, puis Théo qui crie à nouveau. Dans la voiture, Marie tremble. Elle regarde la sortie. Elle voit un passage étroit entre l'utilitaire et le mur. C'est possible, serré, très serré, mais possible. Alors elle avance. Elle force, le pare-choc frotte, un grincement sourd, c'est la carrosserie qui effleure la tôle. La voiture passe au millimètre. Marie retient son souffle. Elle continue. Elle sent que ça coince, puis que ça cède. Elle passe. Marie lui crie de la rejoindre. Au même moment, Théo lâche la silhouette et court vers elle. Il saute dans la voiture alors qu'elle roule encore. Il claque la portière. Il n'a pas le temps de reprendre son souffle. Marie appuie à fond cette fois sur l'accélérateur. Il monte la rampe, les pneus accrochent. La lumière du dehors apparaît enfin, blanche, bleue, rouge, presque irréelle. Juste avant de franchir la sortie, un dernier choc résonne derrière, comme si quelque chose avait frappé l'arrière de la voiture, puis le bruit s'éloigne. Plus loin, il rentre sur l'autoroute. Et seulement à l'air libre, les téléphones reviennent. Réseau retrouvé, messages qui arrivent d'un coup, appels manqués. Comme si le monde les considérait enfin. Marie ne s'arrête pas. Elle roule jusqu'à une station-service éclairée et fréquentée. Il reste sous les néons et appelle la police. Plus tard, quand les agents reviennent avec eux, le parking est vide de toute présence humaine. L'utilitaire en travers est toujours là, la barrière au sol aussi. Et près des piliers, à l'endroit où Théo dit avoir lutté, les policiers trouvent des objets au sol, des armes blanches modifiées. Rien qui permette d'identifier leur propriétaire, pas de visage, pas de plaque, aucune preuve directe. Juste ces objets abandonnés et peut-être la trace d'un malsain plan qui a presque marché. Marie et Théo s'en sortent de justesse, et quelques jours plus tard, quand ils reparlent de cette nuit, ils tombent toujours d'accord sur la même idée. La chouette était peut-être un accident, mais le reste ne l'était sûrement pas. L'histoire de Maël n'est pas longue,
mais elle laisse une sensation étrange, un frisson glacé dans le dos. Ça s'est passé il y a plus d'une vingtaine d'années, à une époque où les téléphones portables n'étaient pas encore aussi essentiels qu'aujourd'hui. Ce soir-là, Camille, une mère célibataire, roule avec son fils Maël, 6 ans. Elle sort d'une longue journée et s'arrête dans un petit centre commercial pour acheter quelques courses. Rien d'exceptionnel, juste des courses. Le parking est à moitié vide, éclairé par de grands lampadaires fatigués. La lumière ne tombe pas partout, elle tache le sol par endroits et laisse des zones d'ombre larges entre les rangées. Les courses faites et rangées, Camille s'apprête à repartir, attache Maël, mais il réclame un jus resté dans le coffre. Alors elle décide de le laisser 2 minutes dans la voiture, le temps d'ouvrir le coffre. 2 minutes. C'est toujours comme ça que ça commence. Elle sort, ouvre le coffre et sent immédiatement quelque chose. Comme une présence. Elle se retourne. À quelques mètres, entre 2 voitures, un homme est immobile. Il ne marche pas. Il ne parle pas. Il regarde. Camille reste figée une seconde, le genre de seconde où ton cerveau essaie de trouver une explication simple. Il attend quelqu'un ? Il cherche sa voiture ? Il regarde ailleurs ? Mais non. Il la regarde elle. Et surtout, il ne détourne jamais les yeux. Camille referme le coffre plus vite que prévu, fait le tour de la voiture et reprend place au volant. Maël lui demande « Maman, pourquoi t'as fermé fort ?» Camille sourit et lui répond « Rien mon cœur, on rentre. » Elle tourne la clé, le moteur tousse, puis plus rien. Elle recommence. Encore. Silence. Le tableau de bord s'allume, mais la voiture refuse de démarrer. Et dans le rétroviseur, l'homme est toujours là. Camille ravale sa panique. Elle regarde autour, 2 voitures loin, aucune personne proche. Le centre commercial ferme bientôt. Les portes automatiques claquent régulièrement, comme un souffle. Maël, lui, n'a pas conscience du danger. Il joue avec ses doigts, regarde les lumières. Camille ouvre la boîte à gants, cherche un vieux papier, un numéro, n'importe quoi. Et c'est là qu'elle entend un bruit. Pas un bruit fort, un bruit simple. Quelqu'un qui tape doucement à la vitre. Elle sursaute. Un homme se tient là, côté conducteur. Pas celui de tout à l'heure, un autre, plus jeune, plus normal. Habillé avec une veste de travail et un sourire un peu trop prêt à rassurer. « Tout va bien, madame ? Votre voiture a l'air en panne. Je peux jeter un œil si vous voulez ?» Elle baisse la vitre juste ce qu'il faut, pas plus. Camille hésite. C'est exactement le genre de phrase qui peut sauver ou piéger. Elle répond avec prudence. « Merci, j'allais appeler quelqu'un. » L'homme insiste gentiment. « Je travaille dans le coin, ça prend 2 minutes. » Et il pointe du menton le siège arrière. « Vous êtes seul avec votre petit ? Laissez-moi vous aider. » Cette phrase, précisément cette phrase, serre le cœur de Camille. Parce que ce n'est pas une information qu'elle a donnée, il l'a juste remarquée. Camille garde la porte verrouillée. « Non merci. » Le sourire du type change à peine, mais il change. Comme si quelque chose venait de se fermer derrière ses yeux. Camille regarde vite autour du parking. Et là, elle le voit. L'homme d'avant. Celui qui attendait dans l'ombre. Toujours là. Mais maintenant, il n'est plus à plusieurs mètres. Il est plus près. Beaucoup plus près. Et il ne fait même plus semblant de se cacher. Camille sent sa gorge se serrer. Le premier homme se penche vers la vitre, comme s'il voulait chuchoter « Allez, ouvrez. Je vais juste vérifier sous le capot. » Maël se tourne vers sa mère. « Il est gentil, monsieur ?» Camille répond en gardant un ton calme. « Oui, mon cœur, mais maman n'a pas besoin. » Elle attrape son sac, trouve enfin une vieille carte avec un numéro, dépannage local. Mais avant qu'elle puisse composer, l'homme tapote sur la vitre, plus fort. « Ouvrez, madame, je perds mon temps là. » Cette fois, ce n'est plus une proposition, c'est une pression. Camille décide de faire ce qu'elle déteste,
attirer l'attention. Elle klaxonne, une fois, deux fois. Les sons résonnent dans le parking. Le premier homme recule d'un pas, agacé. Et à cet instant précis, le deuxième homme, celui de l'ombre, se met à marcher vers elle, sans se presser, comme s'il savait que le parking était à lui. Camille klaxonne encore. Et enfin, au loin, des silhouettes apparaissent. Un couple sort du centre commercial avec des sacs. Il tourne la tête, regarde. Le premier homme lève les mains, joue l'innocent, recule. Et l'homme de l'ombre s'arrête net, comme si ce monde venait de le déranger. Le premier se penche une dernière fois vers la vitre, le sourire revenu d'un coup. « Bon, si vous voulez rester coincé ici, c'est votre problème. » Puis il tourne les talons. Vite, très vite. Trop nerveux. Le couple s'approche, demande si tout va bien. Camille n'ose même pas raconter, juste « Ma voiture démarre pas. Je crois que j'ai peur. » Le couple reste près d'elle. Et 10 minutes plus tard, un vrai dépanneur arrive enfin. Un vrai camion, avec un vrai comportement. Il ne sourit pas pour rassurer. Il travaille. Il écoute. Il teste. Et très vite, il fronce les sourcils. « Madame, c'est bizarre, votre câble, on dirait qu'il a été tiré. Pas cassé, tiré. » Camille sent son cœur descendre dans ses pieds. « Ça veut dire quoi ?» Le dépanneur la regarde, et il répond simplement. « Ça veut dire que votre voiture n'est probablement pas tombée en panne toute seule. » Camille serre Maël contre elle. Le dépanneur remonte dans son camion et dit « Vous montez avec moi, on vous sort d'ici. » Et cette phrase, c'est la première fois de la soirée que Camille sent l'air revenir dans ses poumons. Plus tard, chez elle, après avoir tout raconté à la police, Camille reçoit une réponse frustrante. Sans plaque, sans identité, sans preuve formelle, il sera difficile de faire avancer quoi que ce soit. Mais avant de partir, un policier pose une question, simple, mais terrible. « Madame, vous aviez déjà vu ces deux hommes ?» Camille secoue la tête. Le policier souffle, puis regarde la feuille de dépôt de plainte. Parce que ce genre de scène, ça ne ressemble pas à une opportunité. Il la regarde dans les yeux. Ça ressemble à une préméditation. Et quand Camille ferme sa porte ce soir-là, elle réalise quelque chose d'horrible. Ce n'est pas seulement qu'ils étaient là, c'est qu'ils ont attendu, et qu'ils auraient peut-être... Et dans sa tête, une seule pensée tourne. Si elle n'avait pas klaxonné, si personne n'avait regardé, si le couple n'était pas sorti à ce moment-là, Maël et elle n'auraient peut-être jamais quitté ce parking. Cette histoire se déroule bien avant l'ère d'Internet. Kenza est une petite fille mexico-américaine de 7 ans. Elle vit seule avec sa mère et toutes les deux viennent de s'installer dans une grande maison blanc cassée, située juste en face d'un antiquaire. Pour elle, c'est un nouveau départ. Sa mère a toujours eu du mal à joindre les deux bouts. Le père de Kenza, intermittent, verse une pension modeste. Kenza, elle, adore cette maison. Elle a presque tout le rez-de-chaussée pour elle, tandis que sa mère occupe les étages du dessus. Très vite, un voisin attire leur attention. Il s'appelle Miguel. Il a la quarantaine, il est antiquaire et il vit juste à côté. Dès leur première rencontre, la mère de Kenza ressent un malaise. Miguel est beaucoup trop enthousiaste, entreprenant, comme s'il était trop content de voir arriver cette mère célibataire avec une petite fille. Un après-midi, Miguel apparaît sans crier gare dans leur jardin avec un cadeau, un ancien médaillon. Il l'ouvre, sourire aux lèvres. À l'intérieur, il y a une photo de Kenza. Le problème, c'est que ni Kenza ni sa mère n'ont jamais pris cette photo. Miguel l'a prise lui-même, avec un appareil argentique, sans que la mère ou l'enfant ne s'en rende compte. La mère de Kenza stresse immédiatement. Elle refuse poliment le cadeau et fait comprendre à Miguel qu'elle n'apprécie pas la manière. Miguel, ému aux larmes, se montre abattu, presque pathétique. Mal à l'aise, gêné,
et contre son instinct, elle finit par accepter le médaillon à contre-cœur. Les semaines suivantes, Miguel revient. D'abord avec de petites attentions, puis avec des cadeaux de plus en plus coûteux. Une chaîne hi-fi haut de gamme, puis un appareil photo professionnel. Cette fois, la mère de Kenza explose. Elle refuse catégoriquement et lui interdit de revenir. Le message est clair. À partir de ce moment-là, elle redouble de vigilance. Kenza n'a plus le droit de jouer seule dehors, même pas quelques minutes. Entre-temps, un calendrier de garde est mis en place. Kenza passe désormais tous les samedis soirs chez son père. Et un week-end, alors que Kenza est chez lui, quelqu'un s'introduit dans la maison. Sa mère est seule à l'étage. Elle entend l'intrus fouiller le rez-de-chaussée. Elle verrouille sa porte, retient son souffle et attend, immobile, jusqu'à ce que l'homme parte. La police est appelée. On lui conseille d'acheter un chien et une arme. Une autre époque. Peu après, Kenza remarque quelque chose. Miguel passe souvent près de sa nouvelle école. Il rôde. Il observe. Un jour, il s'arrête devant la clôture, à quelques mètres d'elle. Il sourit, comme s'ils étaient proches, puis il lui dit « Hé Kenza, viens, je vais t'acheter des bonbons. » Kenza sent tout de suite que quelque chose ne va pas. On lui a appris à ne jamais suivre un adulte, surtout avec ce genre d'approche. Elle recule, elle s'éloigne, et elle coupe court. 2 heures plus tard, Kenza est invitée à rejoindre ses parents dans le bureau du directeur. Quand elle entre, elle voit ces derniers assis. L'ambiance est étrange, tendue, silencieuse. Elle ne comprend pas tout de suite, puis on apprend ce que Miguel a fait. Miguel s'est présenté à l'école en prétendant être son père. Il a affirmé qu'ils allaient déménager dans un autre état et qu'il venait récupérer Kenza immédiatement. Son plan échoue à cause d'un détail. L'enseignante connaît personnellement le vrai père de Kenza. Alors l'école a fait semblant de coopérer, pendant qu'en réalité, elle appelait la police. Miguel fut arrêté et, par sécurité, Kenza part vivre plusieurs semaines chez son père. L'enquête révèle que Miguel vivait seul depuis la mort récente de sa mère. Il souffrait de troubles psychologiques sévères et projetait d'enlever Kenza pour disparaître avec elle. Le plus glauque dans cette histoire, c'est que la mère de Kenza n'a jamais été la cible de Miguel. Il s'en est simplement servi comme d'un moyen pour atteindre et accéder à l'enfant. Dans ces histoires, le danger ne se montre pas forcément comme dans les films. Il ne court pas, il ne crie pas. Parfois, il attend. Parfois, il sourit. Parfois, il se présente comme une aide. Et ce qu'il faut retenir, c'est simple. Si une situation vous met mal à l'aise, même sans explication claire, écoutez ce signal. Vous n'avez pas à être poli. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de partir. Mieux vaut passer pour méfiant que de regretter plus tard. Si vous voulez d'autres épisodes dans le même style, dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez une version plus sombre, plus intense, plus sans filtre, écrivez simplement « plus loin ».